Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous du décryptage Sud-N Télévision, 16 janvier, et bien sûr une date historique gravée dans les annales au Bénin. Bien sûr, ça fait 43 ans aujourd'hui que le régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou, herdé par l'armée béninoise et les forces, quelques éléments de l'armée coréenne ont repoussé Bob Denah et ses mercenaires qui étaient donc venus renverser le régime en place. Aujourd'hui, quelques interrogations. Ce coup d'État est intervenu dans quelles circonstances? Qui sont ou qui étaient les vrais commanditaires de ce putsch manqué? Et pourquoi l'armée béninoise a su réussir à repousser Bob Denah et sa bande et toute sa bande? Aujourd'hui, nous allons nous replonger un peu dans l'histoire, 43 ans après. Alors l'histoire nous sera racontée sur ce plateau, mais pas dans un cadre formel comme si on était dans un amphi, non pas du tout, par un professeur d'histoire. Il nous dira également quels sont les enseignements pour la jeune génération. C'est bien donc de cela qu'il est question sur le décryptage de ce jeudi 16 janvier 2020. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On reçoit donc le docteur et bien sûr Ebenezer Sédigan. Il est historien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi tout. Installez-vous. Le docteur Ebenezer Sédigan, il est historien, enseignant-chercheur au département d'histoire et d'archéologie à l'université d'Abomey-Calavi. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau Eden TV. 43 ans, et bien sûr que Bob Denah a échoué au Bénin. C'était l'agression du 16 janvier 1977. Professeur, qu'est-ce qui a déclenché, et bien sûr, ce coup d'État? Merci, cher ami. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau pour parler d'un pan de notre histoire qui semble être systématiquement rangé dans les oubliettes, alors que c'était un événement qui a marqué quand même la vie de notre pays. C'est vrai que c'est seulement à chaque 16 janvier qu'on se rappelle de ces événements. Non, je pense que nous allons en parler tout à l'heure. Et les agresseurs n'ont pas fait de déclaration pour dire les raisons pour lesquelles ils sont venus agresser le pays, ils sont venus attaquer notre pays. Mais de façon historique, on peut situer donc l'événement dans son contexte pour essayer de déterminer les tenants et les aboutissants qui ont prévalu donc, à cette attaque aéroportée dirigée par Bob Denah et de son vrai nom, Gilbert Bourgeot. C'était un colonel de l'armée française. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons situer ça dans le contexte international. Le contexte international est marqué par la guerre froide, c'est-à-dire les fortes tensions géopolitiques entre les deux superpuissances mondiales consacrées par la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique, qui étaient le chef de file donc, du bloc capitaliste, et l'Union soviétique, qui était le chef de file du bloc socialiste. Alors, comment peut-on rapprocher l'événement, l'agression du 16 janvier 1977 qui a eu lieu au Bénin à cette période-là? C'est tout simplement dire que le 26 octobre 1972, un groupe donc, d'officiers de l'armée dahomienne avait perpétré un coup d'État pour renverser l'ordre néocolonial existant. Alors, les putschistes, quand ils sont venus au pouvoir, ont fait des déclarations. Et leur ambition, c'était de mettre fin au régime néocolonial soutenu par la France à l'époque. Donc, le discours-programme du 26 septembre 1912, dès le début, le général Mathieu Kérékou, le grand camarade de lutte, comme on l'appelait à l'époque, avait déclaré que la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Donc, on pointait déjà du doigt la puissance française, la domination française sur notre pays. Alors, donc, cela a créé une sorte de méfiance entre la France et les nouvelles autorités révolutionnaires du pays. Alors, le 29 décembre 1972,
les nouvelles autorités révolutionnaires, à travers le gouvernement militaire révolutionnaire, comme on a le GMR, ont rompu les liens diplomatiques entre Taïwan, qui est du bloc capitaliste, et pour rétablir les relations avec la Chine populaire, qui est du bloc socialiste. Donc, le décor était planté, et c'était un signe prémonitoire à l'option ultérieure que ces nouvelles autorités allaient prendre notamment en 1974, où la rupture est devenue patente. C'est vrai. Donc, en 1974, effectivement, ces nouvelles autorités ont fait l'option du marxisme-léninisme comme guide philosophique de la révolution et du socialisme comme la voie du développement. Donc, à partir de ce moment, le pays a changé donc, de partenaire. Le pays a changé de partenaire pour il a quitté le bloc capitaliste, donc la domination française, le contrôle de la puissance française, pour se ranger donc du côté de l'Union soviétique. Okay. Or, c'est deux idéologies qui s'affrontaient sur le plan au niveau des pays, parce que c'est pourquoi on parle de la guerre froide. Les deux puissances ne sont pas affrontées directement, mais ce n'est pas pays interposé. Alors, en 1975, d'importantes réformes ont été engagées pour créer la rupture totale avec la France. C'est la révision des accords de coopération entre la France et le Dahomey qui avait été signé le 24 avril 1961, donc au lendemain de l'indépendance. Alors, à travers la révision de ces accords, la France a perdu un certain nombre de privilèges. Notamment, la France n'est plus le doyen automatique donc, du corps diplomatique accrédité au Bénin. Et le principe des consultations mutuelles en matière de politique extérieure s'est supprimé. Et la France, les accords de défense qui étaient inclus donc, dans ces accords-là ont été supprimés parce que ces accords stipulent que la France pouvait intervenir en cas de trouble dans le pays. Donc, la rupture est totale. Eh bien, les nouvelles autorités devaient alors s'attendre à ce que, bon, ils ne sont plus dans l'orbite du pouvoir de la domination capitaliste. Donc, le fait de se ranger derrière l'Union soviétique, c'est dire qu'ils sont exposés à tout. Et c'est dans ce contexte qu'en 1977, l'agression du 16 janvier est intervenue. D'accord. Alors, à suivre vos raisonnements, votre raisonnement, est-ce qu'on pourrait dire que les facteurs, les causes étaient beaucoup plus exogènes, il y a la pression internationale interne? Tout à fait. À l'interne, il faut dire que il y a certains Béninois qui n'étaient pas d'accord avec le régime en place. Les révolutionnaires n'étaient pas d'accord pour l'option faite par le gouvernement militaire révolutionnaire de l'époque. Donc, il y a eu des suspicions, les gens ont dit donc des coups d'État qui ont échoué et puis se sont exilés. C'est dans cette foulée qu'il faut peut-être citer les noms comme Émile Delin Zissou qui se sont exilés mais qui n'étaient pas d'accord. Donc, tous ces Béninois qui s'étaient retrouvés à l'extérieur se sont organisés dans un creuset pour, disons, œuvrer pour le renversement de ce régime-là. Donc, les causes exogènes et les facteurs internes combinés ont contribué, ont entraîné donc, l'agression que nous avons connue le 16 janvier 1977. Mais justement, comme vous êtes là, il y a quand même certaines non-dits de l'histoire. Émile Delin Zissou, qui a toujours, en tout cas tout son vivant, qui a toujours nié, mais son nom a été cité dans plusieurs documents que nous avons pu consulter comme étant faisant partie des commanditaires également, mais ce qu'il a toujours nié. Vous êtes là, vous avez pu faire des recherches, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme résultat de vos recherches par rapport à ces paramètres, à ces non-dits de l'histoire? Non, de toutes les façons, et après la mise en déroute de ces mercenaires, ils ont laissé quand même des documents qui font état de comment
l'opération a été organisée depuis le début jusqu'à la phase opérationnelle. Donc, on n'a pas occulté ces noms-là. On n'a pas occulté ces noms-là. Je pense que c'est parce que l'opération a échoué que cela a entraîné peut-être une honte au niveau de ces gens-là qui n'ont pas voulu peut-être assumer leurs responsabilités dans cette agression-là, que bon, on essaie quand même de dire, bon, de chercher des alibis, de chercher des raisons pour se soustraire peut-être à cette honte nationale. Alors, vous avez clairement bien expliqué le contexte dans lequel c'est arrivé. Vous avez parlé du contexte international, mais également à l'interne. Donc, ça nous permet d'avoir véritablement une idée claire de ce qui s'est réellement passé. Mais cette agression a quand même échoué à Cotonou. Et Bob Duna n'est pas quelqu'un qui échoue de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a permis à ce régime de pouvoir très tôt maîtriser cette attaque? Bon, par rapport à ça, je pense que il y a eu des situations techniques qui n'ont pas permis donc à la force Oméga donc de réussir son coup. Selon les informations que nous avons eues, c'est que l'avion qui devait débarquer, qui devait atterrir à Cotonou ici, a accusé un certain nombre de minutes de retard. Et je voyais. Donc, pendant ce temps, l'opération qui devait se faire dans le temps et dans l'espace, il y a eu des obstacles qu'ils ont rencontrés et ça n'a pas échoué. Mais il faut aussi dire que au moment où ils sont venus, le président de la République a lancé un appel à tous les Béninois de l'époque de se saisir de tout instrument jugé à même d'aller combattre l'ennemi, puisque la patrie était en difficulté. Donc c'est dans cet élan de sursaut patriotique que les militaires ont été très rapidement alertés et de façon prompte, ils ont pu faire face donc à l'offensive et pour organiser la contre-offensive. Et c'est ce qui a fait que donc, les mercenaires ont été mis en déroute et puis dans leur retranchement, ils ont abandonné un certain nombre d'armes sophistiquées et les documents très sensibles qui ont permis donc, à l'État béninois de constituer les preuves de leur, disons, les preuves de cette attaque-là pour servir à pour être brandi sur le plan international comme preuve avant qu'un règlement soit fait. Dans leur retranchement, il y a aussi un mercenaire d'origine guinéenne, Alpha Ba Oumarou, qui a été capturé. De lui, on l'a interrogé, il a donné beaucoup d'informations par rapport à comment ça s'est organisé du début jusqu'à la fin. Et tous les pays qui sont impliqués dans cette agression-là ont été cités. Le Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire, et le Maroc aussi. Donc, voilà comment ça s'est passé. Il faut reconnaître qu'il y a un sursaut patriotique. Donc, c'est véritablement cela qui a permis donc, au Bénin de résister. De résister. Il faut aussi dire qu'il y avait les forces nord-coréennes. Il y avait une partie des forces nord-coréennes qui étaient là et qui, puisqu'on partageait la même idéologie, donc on était des pays amis, et au nom de cette amitié, de la solidarité prolétarienne, que ces nord-coréens ont pris, donc se sont mêlés à la bataille pour lutter aux côtés donc, des Béninois. Donc ils étaient venus aussi avec des armes sophistiquées. Voilà. Ça fait l'histoire du 16 janvier 1977 au Bénin. Nous avons appris avec vous beaucoup de choses. Alors, professeur Ebenezer Sédégan, aujourd'hui,
Voilà, donc l'histoire qui est connue, nous, ça va traverser les générations sur génération. Et à propos de cela, les mérites, surtout de ce régime-là, ont été cités au plan international. Beaucoup de documents d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Et cela a permis au Bénin d'avoir une clarté sur le plan international, d'être visible sur le plan international. Il faut aussi louer, comment dirais-je, la poigne politique donc, des dirigeants de l'époque qui étaient vraiment décidés à en découdre avec l'ordre néocolonial instauré par la France au lendemain des indépendances. Et l'option qu'ils avaient faite, là, ils sont restés dans la logique de cette option-là. Et ils n'avaient pas peur donc, de dénoncer l'impérialisme international à travers les États-Unis d'Amérique et la France sur le plan international. L'affaire a été portée au niveau du Conseil de sécurité. Vous imaginez. Et ça a permis au monde entier de connaître au moins ce petit pays-là qu'on appelle le Bénin. Aujourd'hui très redouté, en tout cas l'armée béninoise aussi, sur le continent et au-delà des frontières béninoises. Alors aujourd'hui, quel enseignement peut-on tirer de tout ce qui s'est passé, et surtout pour la jeune génération? Quel enseignement peut-on tirer? Je ne sais pas si la jeune génération peut tirer d'enseignement puisqu'elle ne connaît pas l'histoire. Je me donne même à l'université. On fait la question à un étudiant, est-ce qu'il vous rappelle la date du 16 janvier 1977? Mais cela devrait nous étonner un peu, que cela vienne de vous en tant qu'historien. Oui, bon. Pourquoi? Est-ce que les historiens ne font pas leur travail? Pourquoi est-ce que c'est ça? La jeune génération n'a pas l'information? C'est vrai, nous sommes des historiens, mais nous suivons quand même... c'est l'État qui décide d'enseigner, de faire des offres de formation, d'enseignement, tout ça là. Ce qui est dramatique, c'est que pendant la Révolution, pendant la période révolutionnaire, c'est la date du 16 janvier 1977, cette date du 16 janvier a été toujours commémorée. Toujours commémorée. Et puis, c'était une fête nationale. Mais quand les démocrates de la conférence nationale sont venus, on a tendance à balayer, à essuyer, à effacer ce pan de l'histoire de notre pays de façon regrettable. Les révolutionnaires ont érigé un monument qu'ils ont baptisé la place des martyrs. Mais à partir de 1990, c'est devenu place de souvenir. Ça signifie quoi? Souvenir par rapport à quoi? Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai vu une tentative, une manière d'effacer cette histoire-là par les autorités béninoises, parce que certainement les complices qui étaient encore là, et c'est eux qui sont venus faire le coup d'état civil en 1990 à la conférence nationale pour imposer un nouvel ordre. Est-ce que vous voyez? Alors, si on disait la place des martyrs, cela allait créer une sorte de curiosité au niveau de la jeunesse. Quand on parle de martyrs, c'est par rapport à un événement, belligène ou belliciste. Est-ce que vous voyez? Donc il y a eu des pertes en vie humaine. Et la place a été érigée pour commémorer donc la mémoire de ceux-là qui sont tombés sur le champ de la bataille. Donc cela peut amener les jeunes à aller chercher, à demander, mais pourquoi on parle de place des martyrs? Mais on dit place de souvenirs, ça ne dit rien. Mais la place des martyrs, s'il pose la question, on peut le dire, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il y a eu telle situation, et c'est pourquoi, et puis le pays a eu la victoire sur les agresseurs. Mais c'est une question de fierté nationale qu'il fallait pérenniser. Mais voilà ce que c'est devenu. Et je pense que pour tirer l'enseignement qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est que le peuple béninois a été toujours un peuple brave. Depuis la conquête coloniale jusqu'à l'agression du 16 janvier 1977, les Béninois ont démontré combien, lorsqu'ils sont attachés à leur patrie, il n'est pas question qu'on vienne le leur arracher. La défense de la patrie. La défense de la patrie. C'était le sens du patriotisme
le sens du patriotisme. C'est la leçon qu'il faut tirer donc, de cet événement-là. Mais il faut informer d'abord la jeunesse. Il faut l'informer, il faut lui dire, voilà, il y a telle situation par le passé, et voilà comment le peuple a réagi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours lire ce sens-là, ce degré-là, à travers la jeune génération aujourd'hui? Oui. Vous savez qu'il y a eu quand même de petits événements, même au sein de ceux qui sont chargés de défendre, il y a eu de petits événements sur lesquels on a manqué quand même de défendre la patrie comme il faut. De petits cas de braquage sur lesquels même des forces de sécurité, par faute de moyens, justement, vous savez, sont obligés de faire avec ce qu'ils... C'est une question d'éducation civique. Une question d'éducation civique. L'éducation civique était de règle pendant la période révolutionnaire. Il y avait des cours, l'idéologie, comment se comporter dans la société, comment défendre la patrie, tout ça là. On éduquait les élèves, les étudiants à l'époque là. Mais à la conférence nationale, sur certains aspects, on a versé l'eau du bain avec le bébé. On a versé l'eau du bain avec le bébé. Il y a eu des changements, mais ces changements n'ont pas induit de progrès notables dans notre pays. À tel instant que parfois, lorsqu'on on constate des choses, on se plonge dans une nostalgie du passé. Et vraiment, si c'était pendant la période révolutionnaire, cette situation-là ne se produirait pas de cette manière-là. Donc, c'est une question d'éducation civique qui doit mettre l'accent sur l'esprit du patriotisme. C'est-à-dire, c'est ma patrie, la patrie d'abord. Et je pense que cette génération aura tiré beaucoup de leçons. D'accord, voilà. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous faites puisque vous avez parlé surtout de l'État, quand on a abandonné la démocratie, la période révolutionnaire pour la démocratie, il y a beaucoup de choses qu'on a dû laisser tomber et autres, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelles sont les propositions concrètes qu'on peut faire aujourd'hui pour ne serait-ce que permettre à la jeune génération de mieux connaître l'histoire? Merci. Je vais intervenir sous le contrôle de mes aînés. Mais je peux vous dire que par rapport à cet événement, par exemple, je suis en train de préparer un ouvrage sur ça, qui doit être publié, je pense bien, si tout va bien, dans quelques mois, ça va être publié, sur l'agression du 16 janvier 1977. Parce qu'il faut forcément faire connaître ce pan de l'histoire à la jeune génération. Et je ne vois pas l'écrire. Il faut les informer par les écrits, en laissant des écrits pour qu'ils se ressourcent de cela. Ensuite, toujours par rapport à cet événement, je pense que je propose qu'on revienne à l'appellation de place des martyrs. Parce que c'est cognitif. C'est cognitif au niveau de la jeunesse. Ça peut amener la jeunesse à se poser la question de savoir, mais pourquoi on parle de la place des martyrs? Et ce qui peut l'amener, ce qui peut leur permettre de connaître l'histoire. Aussi, vous savez, pendant cette période révolutionnaire, à chaque 16 janvier, les armes abandonnées par les mercenaires, les documents qu'ils ont abandonnés, tout cela, on les expose à la place des martyrs là. Et ça permet à tout le monde d'aller voir, d'aller regarder, d'aller constater le concret de ce qui s'est passé. Mais à partir de 1990, c'est fini. Donc pourquoi ne pas pense qu'on proposer une journée Je propose que les armes, c'est sûr que elles doivent être rangées quelque part. C'est-à-dire ces éléments abandonnés, ces choses abandonnées par les mercenaires sont rangées quelque part, c'est sûr. Je pense qu'il faut une volonté politique pour, disons, dégager cela pour aller les installer dans, à la place des martyrs, là, pour permettre même aux touristes. Oui, mais est-ce que cette volonté politique, cela quand même peut-il réellement se réveiller si, au niveau des historiens même, chacun... Oui, vous êtes plus dans vos laboratoires, c'est des scientifiques. Non, je pense que
il faut vraiment une action à l'endroit, une plaidoirie à l'endroit des autorités pour que, sincèrement, on restaure l'histoire de cette agression-là et pour la faire connaître à la jeune génération. C'est très important. Organiser des journées portes ouvertes sur cet événement-là. Montrer comment les gens sont venus pour renverser, créer le désordre. Parce que Gilbert Bugeaud, c'est son métier, le mercenariat. C'est son métier. Il a réussi à plusieurs endroits sur le continent africain avant de venir au Bénin. C'est l'étape du Bénin qui a été très difficile et il a bavé ici. Sinon, dans les îles Comores, il a renversé un régime révolutionnaire comme ça. Et il a instauré, il a mis quelqu'un dont il a été le vice-président. Et il s'est donné un autre nom, en dehors de Bugeaud, Bob Dena ou Gilbert Bugeaud, il est resté pendant quelques temps avant de... Donc, il a fait la même chose en Angola, il a fait ça dans le Katanga, en RDC, avant de venir au Bénin ici. Donc, de toute façon, c'est un monsieur qui était à la solde de la France, et dans le contexte international que vous avez décrit au début, la guerre froide. La guerre froide. Donc, je pense que il faut vraiment revisiter cette histoire-là, permettre à la génération montante d'en savoir quelque chose, mais il faut leur permettre aussi d'aller constater ce qui en a été vraiment. Les mercenaires, quand ils sont mis en déroute, voilà ce qu'ils ont abandonné sur le champ de la bataille. Aujourd'hui, c'est grâce à la presse au moins. Cette journée ne passe pas inaperçue chaque année grâce à la presse. Tout à fait. J'ai constaté ce matin à la place du... Bon, je n'aime pas parler de place du souvenir parce que je sais de quel souvenir il s'agit. On parle de la place des martyrs. J'ai vu quand même des militaires qui sont allés faire un dépôt de gerbes là ce matin et la mémoire de leur confrères d'armes qui sont tombés sur le champ de la bataille. Mais il y a aussi des pertes en vies humaines au niveau de la population civile. Donc c'est dire que cet élan patriotique dont certaines personnes au cours duquel certaines personnes ont péri, devait être quand même faire l'objet d'un problème national pour qu'à chaque année, on puisse quand même, disons, commémorer donc, leur mémoire. Je pense que c'est très important. C'est très important. Il n'y avait pas eu tellement de pertes en vies humaines dans les rangs des mercenaires. Il n'y avait que 2 qui sont abattus et un qui est laissé, on l'a abandonné, ils sont partis et c'est le Guinéen, Alpha Oumarou, qui a été capturé par les autorités béninoises. Et puis par la suite, Sékou Touré est venu le chercher ici, puisque c'était un Guinéen. Et les autorités guinéennes ont estimé qu'il est venu créer la honte du peuple guinéen au Bénin, parce qu'ils étaient tous dans le même orbite soviétique. Donc la solidarité prolétarienne veut quand même que cet élément soit ramené chez lui et aller être bon, qu'on les sanctionne. Au niveau des forces armées béninoises, il y a eu des gens qui sont morts. Il y en a même qui ont été déportés. Lorsqu'on parle de Comelan Sylvain, là, il n'est pas mort comme ça, on ne l'a pas tué comme ça. Il a été pris, il a été capturé, on l'a mis dans la main. Jusqu'à aujourd'hui, on essaie ce qu'il est devenu. Ce que c'est devenu. Il y a encore un autre électricien qui a été aussi à l'aéroport pris comme ça. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est inacceptable qu'on efface ce pan de notre histoire. C'est inacceptable. Il y a les familles des victimes qui sont là. Il faut vraiment qu'on pense à cela jusqu'à travers une... Mais on ne dit pas que la journée soit forcément fériée ou chômée. Mais ça peut être une journée continue au moins.
une journée continue, permettre aux gens un peu, et cela va encore susciter plus la curiosité de la nouvelle génération des jeunes à en savoir plus. Quand on dit 16 janvier, journée continue, mais pourquoi journée continue? 16 janvier, journée continue. Bien sûr, cela tombait dans un jour de travail. Mais ça peut amener les gens, les jeunes qui n'ont jamais entendu parler de cette agression-là, à aller chercher pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et comme ça, on peut leur raconter l'histoire aussi. Merci. Voilà. Merci à vous, Dr Ebenezer Sédégan, historien en sciences, chercheur au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi. Avec vous, nous avons parlé de l'agression du 16 janvier. Quelles leçons pour la génération? En tout cas, il faut retenir que le peuple béninois a toujours été brave, c'est ce qu'a dit le professeur. Et il faut simplement que ce sursaut patriotique-là, ce courage puisse se perpétuer de génération en génération. Voilà pourquoi il ne faut pas cacher ce pan de notre histoire. Il faut l'enseigner à la jeune génération. Merci à vous. Beaucoup de propositions pour, bien sûr, que cette histoire ne s'efface pas du tout. Vous l'avez dit sur ce plateau du décryptage. Merci à toutes et à tous, ceux qui ont suivi cette émission. Igor Ntondi à la réalisation, Chimène Kodi à Dossou au son, et puis toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.